Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ok. Récitatif. Toni Morrison, 1983. Ma mère dansait toute la nuit et celle de Roberta était malade. Voilà pourquoi on nous a amenés à Saint-Bonny. Les gens veulent nous prendre dans leurs bras quand vous leur dites que vous avez été dans un foyer. Mais franchement, celui-ci n'était pas mal. Pas une immense salle en longueur ou avec 100 lits comme à Bellevue, 4 par chambre, et quand on est arrivé, Roberta et moi, il y avait une pénurie de gosses à prendre en charge. Donc on était les seuls affectés à la 406 et on pouvait aller d'un lit à l'autre si on voulait. Et on voulait en plus. On changeait de lit tous les soirs et pendant les 4 mois entiers où on a été là-bas, on n'en a jamais choisi un seul pour être notre lit permanent. Ça n'avait pas débuté comme ça. À la minute où je suis entré et où Bozo le clown nous a présenté, j'ai la nausée. Je mets... Être tiré du lit tôt le matin, c'est une chose, mais être coincé dans un lieu inconnu avec une fille d'une race tout à fait différente, c'en était une autre. Et Marie, à savoir ma mère, elle avait raison. De temps à autre, elle s'arrêtait de danser assez longtemps pour me dire quelque chose d'important. Et une des choses qu'elle a dites, c'était qu'il ne se lavait jamais les cheveux et qu'il sentait bizarre. Roberta, c'est sûr qu'elle sentait bizarre, je veux dire. Donc, quand Bozo le clown, que personne n'appelait jamais Madame Itkin, de même que personne ne disait jamais Saint Bonaventure, a dit Twila, voici Roberta, Roberta, voici Twila. Faites-vous bon accueil. J'ai répondu Ma mère, ça va pas lui plaire que vous me mettiez ici. Bien, a dit Bozo. Alors peut-être qu'elle va venir te chercher pour te ramener à la maison. C'est pas de la méchanceté, ça? Si Roberta avait ri, je l'aurais tuée, mais elle n'a pas ri. Elle est juste allée à la fenêtre et s'est arrêtée en nous tournant le dos. Tourne-toi, a dit Bozo. Ne sois pas grossière. Bon, Twila, Roberta, quand vous entendrez la sonnerie, c'est le signal du déjeuner. Descendez au rez-de-chaussée. À la première bagarre, pas de film. Et ensuite, juste pour s'assurer qu'on savait ce qu'on raterait, le magicien d'Oz. Roberta a dû croire que ma mère serait furieuse qu'on me mette dans ce foyer, pas qu'on me fasse partager sa chambre, parce que dès que Bozo est parti, elle est venue vers moi et elle a dit Ta mère aussi, elle est malade? Non, c'est juste qu'elle aime danser toute la nuit. Ah, et elle a hoché la tête. J'ai bien aimé sa manière de comprendre les choses aussi vite. Donc dans l'immédiat, peu importe qu'on soit là comme sel et poivre, et c'était parfois comme ça que les autres gosses nous appelaient, on avait 8 ans et on avait zéro tout le temps. Moi, parce que je n'arrivais pas à me souvenir de ce que je lisais ou de ce que disait la maîtresse. Et Roberta, parce qu'elle ne savait pas lire du tout et qu'elle n'écoutait même pas la maîtresse. Elle n'était bonne à rien, sauf aux osselets. Où c'était une tueuse. Lancer, ramasser, lancer, ramasser, lancer, ramasser. On ne s'aimait pas tant que ça au début, mais personne d'autre ne voulait jouer avec nous parce que on n'était pas de vraies orphelines avec des parents beaux, morts et au ciel. Nous, on avait été abandonnés. Même les portoricains de New York et les Indiens du Nord nous ignoraient. Il y avait toutes sortes de gamines là-dedans, des noires, des blanches et même deux coréennes. Mais la nourriture était bonne, du moins c'était ce que je pensais. Roberta la détestait et elle laissait les morceaux entiers dans son assiette. La pâtée de jambon en conserve, le steak haché, même la salade de fruits en gelée, et elle s'en fichait que je mange ce dont elle ne voulait pas. L'idée du dîner qu'avait Marie, c'était du pop-corn et une canette de boisson au chocolat, de la purée brûlante et deux petites saucisses pour moi. C'était comme Thanksgiving. Franchement, Saint-Bonny, ce n'était pas mal. Les grandes du premier étage nous bousculaient de temps en temps, mais c'était tout. Elle se mettait du rouge à lèvres et du crayon à sourcils et elle remuait les genoux en regardant la télé. Certaines avaient 15 ans, voire 16. C'était des gamines dérangées, des fugueuses effarouchées pour la plupart. Des pauvres petites filles qui avaient repoussé leur oncle, mais qui, pour nous, avaient l'air dures et puis méchants. Qu'est-ce qu'elles avaient l'air méchants. Le personnel essayait de les tenir à l'écart des plus jeunes, mais parfois elles nous surprenaient en train de les regarder dans le verger où elles allumaient un poste de radio et dansaient ensemble.
Elle s'élançait à notre poursuite et elle nous tirait les cheveux ou nous tordait les bras. On avait peur d'elle, Roberta et moi, mais aucune de nous ne voulait que l'autre le sache. Donc on avait une bonne liste d'insultes qu'on pouvait leur renvoyer quand on traversait le verger en courant pour leur échapper. Je rêvais beaucoup à l'époque, et le verger était presque toujours là. Un hectare de petits pommiers, peut-être deux, des centaines de pommiers, dégarnis et tordus comme des mendiantes. La première fois que j'ai mis les pieds à Saint-Bonny, mais tout plein de fleurs quand je suis parti. Je ne sais pas pourquoi je rêvais tellement de ce verger. Rien ne s'y passait vraiment, rien de très important, je veux dire. Juste les grandes qui dansaient et qui mettaient la radio. Roberta et moi qui regardions. Un jour là-bas, Maggie est tombée, l'employée de cuisine, aux jambes comme des parenthèses. Et les grandes se sont moquées d'elle. On aurait dû l'aider à se relever. Je sais, mais on avait peur de ces filles qui se mettaient du rouge à lèvres et du crayon à sourcils. Maggie ne pouvait pas parler. Les gosses disaient qu'on lui avait coupé la langue. Mais je crois qu'elle était seulement née comme ça, muette. Elle était vieille, couleur de sable, et elle travaillait à la cuisine. Je ne savais pas si elle était gentille ou non. Je me souviens de ses jambes comme des parenthèses et de sa façon de se balancer quand elle marchait. Elle travaillait depuis tôt le matin jusqu'à 2 heures. Et si elle avait du retard, si elle avait trop de ménage à faire et qu'elle ne sortait pas avant environ 2h15, elle coupait par le verger pour ne pas rater son bus et attendre encore 1 heure. Elle portait un petit bonnet vraiment ridicule, un bonnet de gamine avec des rabats pour les oreilles. Elle n'était pas beaucoup plus grande que nous. Un petit bonnet vraiment affreux, même pour une muette, c'était idiot. S'habiller comme une gamine et ne jamais rien dire du tout. Mais si quelqu'un essaie de la tuer? Je me posais pas mal de questions à l'époque. Ou si elle avait envie de pleurer, est-ce qu'elle peut pleurer? Évidemment, a dit Roberta, mais seulement des larmes, pas de sons qui sortent. Elle ne peut pas hurler. Non, rien, Est-ce qu'elle entend? j'imagine. On l'appelle, dis-je. Ai-je dit. Et on l'a fait. La muette. Elle n'a pas tourné la tête. Jean-Marqué, rien. Elle a juste continué à se balancer, les rubans de son bonnet de bébé qui flottait d'un côté et de l'autre. Je pensais qu'on se trompait, je pense qu'elle entendait et qu'elle ne le montrait pas. Et même aujourd'hui, j'ai honte de penser qu'il y avait quelqu'un dans ce corps, après tout, qui nous entendait l'insulter, comme ça, et qui ne pouvait pas nous dénoncer. On s'entendait bien, Roberta et moi. On changeait de lit tous les soirs, on avait 0 en instruction civique, en communication et en gym. Bozo disait qu'on la décevait. Sur les 130 cas pris en charge, 90 avaient moins de 12 ans, avec des parents beaux, morts et au ciel. Nous, on était les seuls à avoir été abandonnés et les seuls à avoir 0 dans 3 matières, y compris en gym. Donc on s'entendait. Sans compter qu'elle laissait des morceaux entiers dans son assiette et qu'elle avait la délicatesse de ne pas poser de questions. Je crois que c'est la veille du jour où Maggie est tombée qu'on a découvert que nos mères venaient nous rendre visite le même dimanche. On était au foyer depuis 28 jours. Roberta, 28 et demi, et c'était la première fois qu'elle venait nous voir. Nos mères arriveraient à 10 heures, à temps pour aller à la chapelle. Ensuite, elle déjeunerait avec nous dans la salle des professeurs. Je pensais que si ma mère, danseuse, rencontrait sa mère malade, ça pourrait être bien pour elle. Et Roberta pensait que sa mère malade s'amuserait comme une folle avec une mère danseuse. Ça nous rendait tout excités, et chacune a frisé les cheveux de l'autre. Après le petit déjeuner, on s'est assis sur le lit pour regarder la route par la fenêtre. Les chaussettes de Roberta été encore humides. Elle les avait lavées la veille, au soir, et mises à sécher sur le radiateur. Elles n'avaient pas séché, mais elle les avait enfilées quand même parce que leur haut était bordé d'un très joli feston rose. Chacune de nous avait un panier en carton violet fabriqué en cours de travaux manuels. Sur le mien figurait un lapin jaune dessiné au pastel, sur celui de Roberta des œufs avec des lignes ondulées de couleurs. À l'intérieur, il y avait de l'herbe en cellophane et juste les bonbons à la gélatine parce que j'avais mangé les 2 œufs à la guimauve qu'on nous avait donnés. Bozo, le clown, est venue elle-même nous chercher. Elle nous a dit en souriant qu'on était toutes mignonnes. Elle nous a demandé de descendre au rez-de-chaussée. On était tellement surprises par ce sourire qu'on n'avait jamais vu. Qu'aucune de nous n'a bougé. Vous n'avez pas envie de voir vos mamans?
Je me suis levé la première et j'ai renversé les bonbons et la gélatine partout sur le plancher. Le sourire de Bozo a disparu pendant qu'on se mettait à quatre pattes pour les ramasser et les remettre dans l'herbe. Elle nous a escortés jusqu'au rez-de-chaussée où les autres filles se plaçaient en rang pour entrer l'une après l'autre dans la chapelle. Un groupe d'adultes se tenait sur le côté, des spectateurs pour la plupart. Les vieilles bonnes femmes qui voulaient des domestiques et les pédales qui voulaient de la compagnie et cherchaient des enfants qui auraient peut-être envie d'adopter. De temps à autre, une grand-mère, quasiment jamais personne de jeune, ni personne dans la figure ne vous effraie par la nuit. Effraierait par la nuit. Parce que si n'importe laquelle des vraies orphelines avait de la famille jeune, ce n'était pas une vraie orpheline. J'ai vu Marie tout de suite, elle portait les pantalons verts que je détestais, et je les détestais encore plus à ce moment-là. Est-ce qu'elle ne savait pas qu'on allait à la chapelle? Et cette veste en fourrure, avec ses poches aux doublures tellement déchirées qu'il fallait qu'elle tire pour en sortir ses mains. Mais elle avait un joli visage, comme toujours, et elle souriait en agitant la main comme si la petite fille qui cherchait sa mère, c'était elle, et pas moi. Je me suis avancé lentement en essayant de ne pas faire tomber les bonbons et en espérant que la poignée en carton tiendrait. J'avais dû utiliser mon dernier chicle parce qu'au moment où j'avais fini de tout découper, tout le scotch était parti. Je suis gauchère et les ciseaux pour moi, ça n'a jamais marché, mais ce n'était pas grave, j'aurais pu tout aussi bien avoir déjà mâché ce chewing-gum. Marie s'était mise à genoux et m'a attrapé en écrasant le panier, les bonbons et l'herbe contre sa veste en fourrure miteuse. Twila, mon bébé, Twila, mon bébé. Je l'aurais tué. J'entendais déjà les grandes dans le verger dire la fois suivante: Twila, mon bébé. Mais je ne pouvais pas rester furieuse contre Marie pendant qu'elle souriait, qu'elle me serrait dans ses bras, qu'elle sentait le talc Lady Esther. Je voulais rester enfoui dans sa fourrure toute la journée. À vrai dire, j'ai oublié Roberta. Marie et moi, on s'est mises en rang pour entrer dans la chapelle et je me sentais fier parce qu'elle paraissait tellement belle, même dans cet affreux pantalon vert qui faisait ressortir son derrière. Une jolie mère sur terre, c'est mieux qu'une mère belle, morte et au ciel, même si elle vous laissait toute seule pour aller danser. J'ai senti une petite tape sur mon épaule et je me suis retourné, j'ai vu Roberta qui souriait. J'ai souri à mon tour, mais pas trop, de peur qu'on pense que cette visite était la chose la plus importante à avoir jamais eu lieu dans ma vie. Ensuite, Roberta a dit: Mère, je veux que tu fasses la connaissance de Twila, ma camarade de classe, et voici la mère de Twila. J'ai levé les yeux sur ce qui semblait des kilomètres. Elle était immense, plus immense que n'importe quel homme, et sur sa poitrine il y avait la croix la plus immense que j'avais jamais vue. Je jure qu'elle mesurait 20 centimètres dans chaque sens, et au creux de son bras il y avait la Bible la plus immense jamais fabriquée. Marie, simplette comme toujours, faisait un grand sourire et essayait de sortir d'un coup la main de sa poche à la doublure déchirée, pour serrer celle de la dame, j'imagine. La mère de Roberta a baissé les yeux vers moi, et ensuite elle a aussi baissé les yeux vers Marie. Elle n'a rien dit, elle a juste attrapé Roberta de sa main, qui ne tenait pas à la Bible, et elle est sortie du rang pour aller très vite tout au bout. Marie souriait toujours parce qu'elle n'est pas très vive quand il s'agit de comprendre ce qui se passe vraiment. Ensuite, elle a eu une illumination et elle a dit: Ah, la garce! Vraiment fort, et nous, maintenant, on était presque à l'intérieur de la chapelle, la musique de l'orgue qui gémissait, les anges de Bonnie qui chantaient d'une voix mélodieuse. Le monde entier s'est retourné pour voir. Et Marie aurait continué comme ça, à dire des insultes, et si je n'avais pas serré sa main aussi fort que je pouvais, ça a un peu aidé. Mais n'empêche qu'elle a remué et qu'elle a croisé et décroisé les jambes, pendant tout le service. Elle a même ronchonné plusieurs fois. Pourquoi ai-je cru qu'elle se tiendrait correctement en venant ici? Un pantalon, pas de chapeau comme les grands-mères et les spectateurs, et des ronchonnements tout du long. Quand on s'est levé pour chanter les cantiques, elle n'a pas ouvert la bouche, elle ne voulait même pas regarder les paroles sur la page. En fait, elle a mis la main dans son sac pour trouver un miroir et vérifier son rouge à lèvres. Tout ce que j'arrivais à me dire, c'était qu'il fallait vraiment la tuer. Le sermon a duré 1 année, et je savais que les vraies orphelines reprenaient leur petit air supérieur.
On était censé déjeuner dans la salle des professeurs, mais Marie n'avait rien apporté, donc on a retiré la fourrure et l'herbe en cellophane restés collés aux bonbons et on les a mangés. Je l'aurais tué. J'ai regardé Roberta en douce. Sa mère avait apporté des cuisses de poulet, des sandwichs au jambon. Oups, oups. Des oranges et une boîte entière de biscuits enrobés de chocolat. Roberta a bu du lait d'une thermos pendant que sa mère lui lisait la Bible. Ça ne va pas. La nourriture qu'il ne faut pas est toujours du côté des gens qu'il ne faut pas. C'est peut-être pour ça que plus tard, je me suis lancé dans le métier de serveuse, pour associer les gens qu'il fallait à la nourriture qu'il fallait. Roberta a laissé juste les cuisses de poulet, mais en revanche, elle m'a apporté une tonne de biscuits par la suite, une fois la visite terminée. Je crois qu'elle était désolée que sa mère n'ait pas voulu serrer la main de ma mère. Ça m'a bien plu, et ça m'a bien plu qu'elle ne dise pas un mot sur le fait que ma mère avait ronchonné pendant toute la messe et n'avait pas apporté de déjeuner. Roberta est partie en mai, quand les pommiers étaient lourds et blancs. Pendant sa dernière journée, on est allé au verger regarder les grandes fumées et danser près du poste radio. Peu importe qu'elle dise « Twila, mon bébé !» On s'est assise par terre et on a respiré. Le Lady Esther. Les fleurs de pommier, je m'attendrai encore quand je sens l'un ou l'autre. Roberta rentrait chez elle. La grosse croix et la grosse Bible venaient la chercher. Et elle avait l'air un peu contente et un peu mécontente. Je croyais que sans elle, j'allais mourir dans cette chambre à 4 lits et je savais que Bozo prévoyait d'y installer une autre gamine abandonnée. Roberta a promis de m'écrire tous les jours, ce qui était vraiment adorable de sa part, vu qu'elle ne savait pas lire du tout. Donc, comment aurait-elle pu écrire à qui que ce soit ? J'aurais fait des dessins pour les lui envoyer, mais elle ne m'a jamais donné son adresse. Peu à peu, elle s'est évanouie. Ses chaussettes humides bordées de festons roses et ses gros yeux à l'air sérieux, voilà tout ce qui me revenait quand j'essayais de me souvenir d'elle. Je travaillais au comptoir du Howard Johnson, d'une très grande voie rapide, juste avant la sortie de Kingston. Pas un mauvais boulot, un assez long trajet à partir de Newburgh. Mais une fois que j'étais sur place, ça allait. Mon service, c'était la plage nocturne, de 11h à 7h. Très calme jusqu'à ce qu'une quart de touristes arrive pour le petit déjeuner vers 6h30. À cette heure-là, le soleil avait largement dépassé les collines situées derrière le restaurant. L'endroit avait meilleure allure le soir. Il ressemblait plus à un foyer. Mais je l'adorais quand le soleil y pénétrait, même s'il montrait toutes les fissures du vinyle et que le sol tacheté avait l'air sale, quoi que fasse le garçon qui passait la serpillière. On était en août et un bar se vidait. Les passages restaient debout un bon moment. Ils allaient au WC et ils regardaient les cadeaux et les distributeurs de babioles, réticents à s'asseoir aussi vite, voire à manger. J'essayais de remplir les cafetières et de toutes les placer sur les plaques électriques lorsque je l'ai vue. Elle était assise dans un box et fumait une cigarette avec 2 types qui disparaissaient sous leurs cheveux et leurs poils de barbe. Sa chevelure était si énorme et tellement en pétard que je voyais à peine sa figure. Mais les yeux, je les aurais reconnus n'importe où. Elle portait un ensemble composé d'un dos nu, bleu pastel et d'un short et des boucles d'oreilles de la taille d'un bracelet. Le rouge à lèvres et le crayon à sourcils, parlons-en. Elle faisait ressembler les grandes du foyer à des bonnes sœurs. Je ne pouvais pas quitter le comptoir avant 7h, mais je surveillais son box, au cas où il se leverait entre-temps. Ma remplaçante était à l'heure, pour une fois, donc j'ai compté et empilé mes reçus aussi vite que j'ai pu, puis j'ai pointé. Je suis allé à son box en souriant et en me demandant si elle se souviendrait de moi, ou même si elle voulait bien se souvenir de moi. Elle ne voulait peut-être pas qu'on lui rappelle Saint-Bonis, ni que quiconque apprenne qu'elle y avait été un jour. Je sais que moi, je n'en aurais jamais parlé à personne. J'ai mis les mains dans les poches de mon tablier et je me suis appuyé contre l'arrière du box, face à eux. « Roberta Fisk ?» Elle a levé les yeux. « Ouais. » « Twila ?» Elle a plissé les yeux une seconde et ensuite elle a dit « Waouh !» ?»« Tu te souviens de moi ?»« Bien sûr, et waouh !» Ça fait un bail et je dis... Et j'ai fait un sourire aux 2 types velus.
Ouais, waouh, tu travailles ici? Ouais, j'habite à Newburgh. Newburgh? Sans blague. Puis elle a poussé un rire complice qui incluait les types, mais eux seulement, et ils ont ri avec elle. Qu'est-ce que je pouvais faire à part rire, moi aussi, et me demander pourquoi j'étais là, les genoux qui ressortaient de dessous mon uniforme. Sans regarder, je voyais le triangle bleu et blanc sur ma tête, mes cheveux informes dans un filet, mes chevilles épaisses dans mes petites chaussures blanches à lacets. Rien n'aurait pu être moins fin que mes collants. Il y a eu ce silence qui s'est installé juste après que j'avais ri, un silence qui c'était à elle de remplir. En me présentant à ses amis, peut-être, ou en m'invitant à m'asseoir pour prendre un coca, au lieu de quoi elle a allumé une cigarette, avec celle qu'elle venait de finir, et elle a dit. On est en route pour la côte. Il a un rendez-vous avec Hendrik. Elle a montré d'un geste désinvolte le garçon assis à côté d'elle. Hendrix, fantastique, ai-je dit. Vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Roberta a toussé au-dessus de sa cigarette, et les deux types ont roulé les yeux en regardant le plafond. Hendrik, Jimi Hendrik, connasse. C'est le plus grand. Oh waouh, laisse tomber. Je t'ai refoulé sans que personne m'ait dit au revoir, donc j'ai pensé que j'allais le faire à sa place. Comment va ta mère? Ai-je demandé. Son grand sourire lui fendait tout le visage. Elle a avalé sa salive. Comment ça va ta mère? Ai-je demandé. Ah, non, c'est très bien. Très bien. Ça va la tienne? Joli comme un cœur, ai-je répondu. Puis je me suis détourné. J'avais l'arrière des genoux humides. Le Howard Johnson était vraiment mortel à la lumière. James est aussi confortable qu'une pantoufle. Il aimait bien ma cuisine et moi j'aimais bien sa grande famille assez bruyante. Ils ont vécu à Newburgh toute leur vie et en parlent comme des gens qui ont toujours connu un chez-soi. Sa grand-mère est une tantinet, plus âgée que son père, et quand ils parlent des rues, des avenues et des immeubles, ils emploient des noms qu'ils n'ont plus. Le supermarché A&P, ils l'appellent encore Chérico, parce qu'il se trouve sur un terrain où il y avait jadis une petite boutique familiale que possédait Monsieur Rico. Et le nouveau centre universitaire, il l'appelait la mairie, parce qu'avant, c'en était une. Ma belle-mère fait des bocaux de gelée et de concombres, et elle achète du beurre enveloppé dans un linge à la laitière, à la laiterie. James et son père discutent de pêche et de baseball, et je les vois tous ensemble sur l'Hudson, à bord d'un skiff en piteux état. Maintenant, la moitié de la population de Newburgh vit des aides sociales, mais pour la famille de mon mari, c'était encore un paradis du Nord qui datait d'une époque disparue depuis longtemps. Une époque de glacières et de chariots de légumes, de chaudières à charbon et d'enfants qui désherbaient les jardins. Quand notre fils est né, ma belle-mère m'a donné le couvercle de berceau qu'il avait été la sienne. Mais la ville dont il se souvenait avait changé. Il y avait de la rapidité dans l'air. On a racheté et rénové des vieilles maisons magnifiques, tellement en ruine qu'elles étaient devenues des refuges pour les squatteurs et les locataires défaillants. Des petits génies d'IBM ont quitté leur banlieue pour revenir en ville. Ils ont installé des volets et aménagé des jardins d'herbes aromatiques derrière leur maison. Une brochure est arrivée au courrier pour annoncer l'ouverture d'un food emporium. Denrées gastronomiques, lisait-on, et il y avait toute une liste de produits dont on voudrait les Richard d'IBM. Il était situé dans un nouveau centre commercial en bordure de la ville, et un jour j'ai pris le volant pour aller faire une course là-bas. Mes courses là-bas. Histoire de voir. C'était vers la fin juin, une fois que les tulipes avaient disparu et que les roses Queen Elizabeth avaient éclos partout. J'ai traîné mon caddie dans l'allée en y mettant des huîtres fumées, de la sauce Robert et des choses dont je ne savais pas qu'elles resteraient des années dans mon placard. C'est seulement quand j'ai trouvé mes glaces Klondike que je me suis senti moins coupable de dépenser aussi bêtement le salaire de pompier de James. Mon beau-père les a mangées avec autant d'appétit que le petit Joseph. En faisant la queue à la caisse, j'ai entendu une voix dire « Twila !» La musique classique qui passait dans les
allées m'avaient ému et la femme qui se penchait vers moi avait une tenue ravageuse, la main couverte de diamants, une élégante robe d'été blanche. Je me suis dit, Madame Banson, ai-je répondu, Oh, Bonzo le clown. a chanté la femme. Pendant un quart d'heure, je n'ai pas su de quoi elle parlait. Elle avait une botte d'asperges et 2 briques d'eau minérale de luxe. Roberta, Exact, mon Dieu, Roberta. tu es superbe. Toi aussi, t'es où? Ici, à Newburn? Oui, de l'autre côté, à Nandal. J'ouvrais la bouche pour en dire plus quand la caissière a attiré mon attention sur son comptoir vide. Je te retrouve dehors. Roberta a tendu le doigt et est allée à la file rapide. J'ai déposé mes provisions et je me suis retenu de regarder pour voir à quelle vitesse avançait Roberta. Je me suis souvenu du Howard Johnson et du fait que j'avais cherché une occasion de parler uniquement pour être accueilli par un waouh mesquin. Mais elle m'attendait et sa chevelure énorme était soyeuse, maintenant bien lisse, autour de sa petite tête qui avait une jolie forme. Chaussures, robes, tout était charmant, estival, riche. Je mourais d'envie de savoir ce qui lui avait été arrivé, comment elle était passée de Jimi Hendrix à Anandal, quartier plein de médecins et de cadres d'IBM. Facile, me suis-je dit, tout est tellement facile pour eux, ils croient que le monde leur appartient. Ça fait combien de temps, ai-je demandé. Ça fait combien de temps que t'es ici? 1 an. J'ai épousé un homme qui vit ici. Et toi aussi, tu t'es marié, non? Benson, t'as dit. Ouais, James Bonson. Et est-ce qu'il est gentil? Ah, est-ce qu'il est gentil? Eh ben, oui ou non? Roberta avait un regard insistant, comme si sa question était vraiment sérieuse et qu'elle voulait une réponse. Il est merveilleux, Roberta, merveilleux. Donc, t'es heureuse. Très, C'est bien. Elle a... Et elle... a-t-elle dit en hochant la tête. J'aurais espéré que tu serais heureuse. Des enfants? Je sais que t'as des enfants. Un garçon et toi? 4. 4? Elle a ri. Par alliance, il est veuf. Ah, T'as 1 minute, on prend un café. Je pensais aux glaces en train de fondre et à l'inconvénient de devoir faire tout le chemin jusqu'à ma voiture pour mettre les sacs dans le coffre. Ça m'apprendrait à acheter toutes ces choses dont je n'avais pas besoin. Roberta avait de l'avance sur moi. Mais elle est dans ma voiture, elle est juste ici. Et ensuite, j'ai vu la limousine bleu foncé. T'as épousé un Chinois? Non, a-t-elle répondu en riant. C'est le chauffeur. Oh là là, si Bozo le clown te voyait maintenant. On a pouffé, toutes les deux, vraiment pouffé. Brusquement, juste le temps d'un battement de cœur. 20 ans ont disparu et tout est revenu d'un coup. Les grandes qui dansaient dans le verger, qu'on appelait les cagoules d'après le mot que Roberta avait mal entendu au sujet des visages de pierre malveillants décrits dans un cours d'instruction civique. La purée qui faisait floc dans l'assiette, les doubles saucisses, la gelée à l'ananas. On est entré dans le café en s'appuyant l'une sur l'autre, et j'ai essayé de comprendre pourquoi on était contente de se voir cette fois-ci et pas avant. Un jour, 12 ans plus tôt, on s'était croisés comme des étrangères, une noire et une blanche dans un Howard Johnson, sur l'autoroute qui n'avait rien à se dire. L'une avait une coiffe triangulaire bleue et blanche de serveuse, l'autre en route pour aller voir Hendrix. Maintenant, on se comportait comme des sœurs séparées depuis bien trop longtemps. Ces 4 mois brefs n'étaient rien dans le temps. Peut-être que c'était la chose elle-même, juste le fait d'être là ensemble. 2 petites filles qui savaient ce que personne d'autre au monde ne savait. Comment ne pas poser de questions, comment croire qu'il fallait croire. Il y avait aussi de la politesse dans cette réticence et cette générosité. Ta mère aussi, elle est malade? Non, elle danse toute la nuit. Ah, et puis un hochement de tête compréhensif. On était assises dans le box près de la fenêtre et on est tombé dans les souvenirs comme des vétérantes. est-ce qu'un jour t'as appris à lire? Regarde, elle a pris le menu. Spécialité du jour, velouté de maïs, entrée, 2 pointes et une ligne qui ondule. Quiche, salade du chef, coquille Saint-Jacques. Je riais et j'applaudissais quand la serveuse est arrivée. Tu te souviens des paniers de Pâques? Et comment on essayait de faire les présentations? Ta mère avec cette croix qui ressemblait à un poteau télégraphique. Et la tienne avec son pantalon moulant. On riait si fort que les têtes se sont tournées
et ce qui rendait le rire plus difficile à réprimer. Qu'est-ce qui arrivait au petit copain qui devait voir Jimi Hendrix? Roberta a fait un bruit de pétarade avec ses lèvres. Quand il est mort, j'ai pensé à toi. Ah, t'as enfin entendu parler de lui? Enfin, tu sais, j'étais serveuse de la campagne, débarquée dans une petite ville. Et moi, j'étais une marginale de la campagne débarquée dans une petite ville. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on était dingue. Je sais toujours pas comment je m'en suis sortie vivante. Mais tu t'en es sorti. Oui, vraiment, maintenant je suis Madame Kenneth Norton. Rien qu'à prononcer, c'est pas rien. Oui, Domestique et tout. Roberta a levé 2 doigts. Aïe, qu'est-ce qu'il fait? Des ordinateurs et autres, qu'est-ce que j'en sais? Je me souviens pas d'une foule de choses de cette époque, mais Seigneur, Saint-Bonny, c'est comme si c'était hier. Tu te souviens de Maggie, le jour où elle était tombée et où les cagoules se sont moquées d'elle? Roberta a levé les yeux de sa salade et m'a regardé fixement. Maggie n'est pas tombée, a-t-elle dit. Si elle est tombée, tu te souviens? Non, Twila, elles l'ont renversée. Ses filles l'ont fait chuter et lui ont déchiré ses vêtements dans le verger. Je sais pas ce qui s'est passé. Bien sûr que si, dans le verger, tu te rappelles comme on avait la trouille Attends une minute, ça ne me dit rien du tout. et Bozo a été viré. T'es folle, elle était là quand je suis partie, toi, t'es partie avant moi. Je suis revenu, t'étais plus là quand ils ont viré Bozo. Quoi? 2 fois, une fois pour 1 an, quand j'avais environ 10 ans, et une autre fois pour 2 mois, quand j'avais 14 ans. C'est à ce moment-là que je me suis enfui. Tu t'es enfouie de Saint-Bonny? Il le fallait. Que voulais-tu que je fasse? Que je danse dans le verger? Pour Maggie, t'es sûr? Évidemment que je suis sûr. T'as refoulé. Twila, ça a eu lieu. Ces filles avaient des problèmes de comportement, tu sais. Ça oui, mais pourquoi je n'arrive pas à m'en rappeler de cette histoire avec Maggie? Crois-moi, ça a eu lieu. Et on y était. Avec qui t'as partagé ta chambre quand t'es revenu? Lui ai-je demandé comme si je connaissais la fille. Cette histoire de Maggie me perturbait. Des grosses répugnantes. La nuit, elle se faisait du bien. Mes oreilles me démangeaient et brusquement, j'ai eu envie de rentrer chez moi. C'était bien joli tout ça, mais elle ne pouvait pas se contenter de se peigner, de se laver la figure et de faire comme si tout allait comme sur des roulettes. Après, la rebuffade au Howard Johnson et pas d'excuses, rien. T'avais pris de la dope ou quoi l'autre fois au Howard Johnson? J'essayais de rendre ma voix plus aimable que je ne le pensais. Peut-être un peu, j'ai jamais beaucoup touché à la drogue, pourquoi? Je ne sais pas, tu te comportais un peu comme si t'avais pas envie de me reconnaître. Ah, Twila, tu sais comment ça se passe à l'époque, noir et blanc. Tu sais comment tout se passait. Mais je ne le savais pas, je croyais que c'était exactement le contraire. Des cars entiers remplis de noir et de blanc arrivaient ensemble au Howard Johnson. À l'époque, ils voyageaient ensemble, étudiants, musiciens, amoureux, protestataires. On finissait par tout voir au Howard Johnson. Et les noirs étaient très aimables avec les blancs à ce moment-là, mais assis au café sans rien dans mon assiette à part 2 quartiers de tomates tout durs à me poser des questions sur mes glaces en train de fondre. Il paraissait infantile de se rappeler l'affront de Roberta. On est allé à sa voiture et, avec l'aide du chauffeur, on a mis mes affaires dans mon break. Cette fois-ci, on reste en contact, a dit Roberta. Bien sûr, ai-je répondu. Bien sûr, ça passe-moi un coup de fil. D'accord, et ensuite, juste au moment où je me glissais derrière le volant, elle s'est penchée par la vitre. Au fait, ta mère, elle a arrêté de danser? J'ai secoué la tête. Non, jamais. Roberta a hoché le menton. Et la tienne, elle s'est rétablie? Elle eut un petit sourire triste. Non, elle s'est jamais rétablie. Écoute, tu m'appelles, ok? Ok. Mais je savais que je ne le ferais pas. D'une manière ou d'une autre, Roberta avait semé la pagaille dans mon passé avec cette histoire de Maggie. Je n'aurais pas oublié une chose pareille ici. Cet automne-là, les conflits sont arrivés jusqu'à nous. C'est du moment comme ça que le journal les appelait. Conflit ratio. Ce, ce mot me faisait penser à un énorme oiseau à la voix perçante, sorti de l'an 1 milliard avant Jésus-Christ, qui croissait et claquait des ailes, son œil sans cils toujours braqué sur vous. Toute la journée il hurlait, la nuit il dormait sur les toits. Il vous réveillait le matin et du Today Show aux nouvelles de 11 heures, il vous procurait une affreuse compagnie. D'un jour à l'autre, je n'arrivais pas à comprendre.
Je savais que j'étais censé éprouver quelque chose d'intense, mais je savais pas quoi, et James ne m'était d'aucune aide. Joseph figurait sur la liste des enfants à transférer de son collège à un autre, dans un lieu situé très à l'écart, et je trouvais que c'était une bonne chose, jusqu'à ce que j'entende dire que c'en était une mauvaise. Je veux dire que je ne savais plus. Toutes les écoles me paraissaient mortelles, donc le fait qu'une ait une meilleure allure n'avait pas beaucoup de poids. Mais les journaux ne parlaient que de ça, et ensuite les gosses ont commencé à devenir nerveux. En août, attention, les écoles n'avaient même pas encore ouvert. Je me disais que Joseph aurait peut-être peur d'aller là-bas, mais il n'avait pas l'air effrayé, donc j'ai arrêté d'y penser, jusqu'à ce que je me retrouve à rouler là-bas dans Hudson Street, près de l'école que les gosses étaient censés intégrer, que je vois une rangée de femmes qui manifestaient. Et qui croyez-vous qui se trouvait dans le défilé en chair et en os et brandissant une pancarte plus grande que la croix de sa mère? Les mères aussi ont des droits, lisait-on. J'ai poursuivi ma route et ensuite j'ai changé d'avis. J'ai fait le tour de l'immeuble, j'ai ralenti et j'ai donné un coup de klaxon. Roberta a regardé dans ma direction et quand elle m'a vu, elle a agité la main et je lui ai fait signe en retour. Mais je n'ai pas bougé non plus. Elle a tendu sa pancarte à une autre femme et elle est venue à l'endroit où j'étais garé. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Un piquet de grève, ça ressemble à quoi? Pour faire quoi? Comment ça? Pourquoi faire? Ils veulent prendre mes gosses et les envoyer hors du quartier. Eux, ils veulent pas partir. Et s'ils vont à une autre école? Mon fils aussi, il va à l'école en bus, ça ne me dérange pas. Pourquoi faudrait-il que ça te dérange? Il s'agit pas de nous, Twila. Toi et moi, il s'agit de nos enfants. Qu'est-ce qui est plus nous que nos enfants? On est dans un pays libre. Pas encore, mais ça va venir. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Je te fais rien à toi. Tu crois vraiment ça? Je le sais. Je me demande ce qui m'a fait penser que tu étais différente. Je me demande ce qui m'a fait penser que t'étais différente. Regarde-les, regarde donc. Pour qui se prend-elle? À grouiller autour de cet endroit comme s'il leur appartenait. Et maintenant, elles pensent qu'elles peuvent décider où mon enfant va à l'école. Regarde-les, Roberta. Ce sont des bonzos. Roberta s'est tournée pour regarder les femmes. À présent, elle attendait presque toute immobile. Certaines venaient même petit à petit vers nous. Roberta, elle m'a lancé un regard sorti d'un réfrigérateur derrière ses yeux. Non, ce ne sont pas des bozos. Ce sont seulement des mères. Et moi, je suis quoi? Du gruyère? Dans le temps, je me frisais les cheveux. Je détestais tes mains dans mes cheveux. Alors, je lis juste le petit 1 sur eux, ils veulent pas partir. Alors, bien que déclaré inconstitutionnellement par la Cour suprême en 1954, la ségrégation dans les écoles sévissait toujours. Des initiatives spontanées puis officielles pour forcer des enfants blancs comme de couleur à changer d'établissement et donc à se rendre à l'école en bus furent peu à peu adoptées en vue d'établir une mixité raciale. De nombreux mouvements de protestation éclataient dans tout le pays, surtout dans les années 1970. Toutes les notes sont de la traductrice. Ok. Les femmes se déplaçaient, nos figures leur paraissaient méchantes, évidemment, et on aurait dit qu'elles étaient impatientes de se jeter à l'avant d'une voiture de police, ou mieux encore à l'intérieur de la mienne pour m'en sortir, en me traînant par les chevilles. À présent, elles entouraient ma voiture, et doucement, tout doucement, elles ont commencé à la faire tanguer. Je me la balançais d'un côté et de l'autre, comme un yo-yo lancé en biais. J'ai machinalement tendu la main pour toucher Roberta, comme à l'époque dans le verger, quand les grandes voyaient qu'on les regardait et qu'il fallait qu'on se tire de là. Et si l'une de nous tombait, l'autre la relevait, et si l'une de nous était prise, l'autre restait pour griffer et donner des coups de pied, et aucune ne laissait l'autre derrière. Mon bras s'est lancé par la vitre ouverte, mais il n'y avait aucune main pour l'accueillir. Le visage immobile, Roberta me regardait, me lançait de chaque côté dans la voiture. Mon sac à main a glissé du siège et fini sous le plateau de bord. Les 4 policiers qui buvaient du tab, sous marque du groupe Coca-Cola, spécialisé dans les boissons sans sucre, dans la voiture, ont fini par capter le message et sont arrivés sans se presser, en se frayant un chemin parmi les femmes. Calmement, fermement, ils ont parlé. « Ok, mesdames, vous vous remettrez en rang
ou vous dégagez des rues. Certains se sont éloignés de leur plein gré, d'autres ont dû être fortement incités à s'écarter des portières et du capot. Roberta n'a pas bougé, elle me regardait avec insistance. J'essayais à tâtons d'allumer le contact, qui refusait d'obéir. Vu que le levier de vitesse était toujours en position marche avant, les sièges de la voiture étaient en pagaille parce que le tangage avait renversé partout mes bons de réduction sur les courses et mon sac à main s'étalait sur le plancher. Peut-être que je suis différente maintenant, Twila. Mais toi non, t'es la même petite fille de l'assistance qui a donné des coups de pied à une pauvre vieille dame noire quand elle était à terre. T'as donné des coups de pied à une dame noire et t'as le culot de me traiter de sectaire. Les coupons étaient partout et le contenu dans mon sac à main formait un petit tas sous le tableau de bord. Qu'est-ce qu'elle disait? Noire? Maggie n'était pas noire? Elle n'était pas noire, ai-je dit. Un peu qu'elle était noire, et tu lui as donné des coups de pied. Toutes les deux, on l'a fait. T'as donné des coups de pied à une dame noire qui ne pouvait même pas hurler. Menteuse! Menteuse toi-même. Pourquoi tu rentres pas chez toi pour nous foutre la paix, hein? Elle s'est détournée et j'ai dérapé en m'éloignant du trottoir. Le lendemain matin, je suis allé au garage et j'ai découpé un côté de la caisse en carton pour laquelle était arrivée notre télé portative. Il était loin d'être assez grand, mais au bout d'un moment, j'ai eu une pancarte correcte, des lettres tracées à la bombe sur fond blanc. Les enfants de même. Je comptais juste aller à l'école et l'afficher quelque part pour que ces connes du piquet de grève sur le trottoir d'en face puissent voir. Mais quand je suis arrivé, environ une dizaine d'autres femmes s'étaient déjà rassemblées pour protester contre les connes en question. Autorisation de police et tout. Je me suis mis en rang et on s'est pavané en rythme de notre côté, pendant que le groupe de Roberta se pavanait du sien. Ce premier jour, nous étions toutes dignes, à faire comme si l'autre côté n'existait pas. Le deuxième jour, il y a eu des insultes, des gestes obscènes, mais c'était à peu près tout. De temps à autre, les femmes changeaient de pancarte, mais Roberta ne l'a pas fait, et moi non plus. En fait, la mienne n'avait pas de sens sans celle de Roberta. Les enfants de même quoi? A demandé une des femmes de mon bord, ont des droits, ai-je répondu comme si c'était évident. Roberta n'a pas du tout réagi à ma présence, si bien que j'en suis venu à me dire qu'elle ne savait pas que j'étais là. J'ai commencé à trouver mon rythme dans la file, je bousculais les autres une minute et je restais à la traîne la minute suivante, pour que Roberta et moi puissions arriver à l'avant de nos files, respectives en même temps. Donc il y aurait un moment où, à notre tour, on serait face à face. Pourtant, je ne savais toujours pas si elle me voyait et si elle avait compris que ma pancarte était pour elle. Le lendemain, je suis arrivé bien avant le moment prévu pour nous rassembler. J'ai attendu qu'elle soit là pour exhiber ma nouvelle création. Dès qu'elle a hissé son Les mères ont aussi des droits. J'ai commencé à agiter ma nouvelle pancarte qui disait Qu'est-ce que t'en sais? Je sais que celle-là, elle l'a vue. Mais maintenant, j'étais devenu accro. Mes messages devenaient chaque jour plus délirants et les femmes de mon bord ont décidé que j'étais dingue. Elles me pigeaient rien à mes pancartes géniales et hilarantes. J'en ai apporté une peinte en rouge impérial et d'énormes lettres en noir qui disaient Ta mère va bien? Roberta a pris sa pause déjeuner et n'est pas venue de toute la journée, ni aucun des jours suivants. 2 jours plus tard, j'ai arrêté, moi aussi, d'y aller, et on ne pouvait pas me regretter, parce que personne ne comprenait mes messages de toute façon. Ça a été une méchante période de 6 semaines. Les cours étaient suspendus et Joseph n'est allé dans aucune école avant octobre. Les enfants, ceux de tout le monde, n'ont pas tardé à s'ennuyer pendant les vacances prolongées dont ils croyaient qu'elles allaient être formidables. Ils regardaient la télé au point de s'esquinter les yeux. J'ai passé 2 ou 3 matinées à donner des leçons à mon fils, comme les autres mères disaient qu'il fallait le faire. 2 fois, j'ai ouvert un texte de l'année précédente qu'il n'avait jamais rapporté. 2 fois, il m'a bâillé à la figure. D'autres mères organisaient des séances dans leur salon pour que les gosses restent au niveau. Aucun d'entre eux ne pouvait se concentrer. Donc, ils retournaient au Juste Prix et au Brady Bunch, série télévisée diffusée par la chaîne ABC de 1969 à 1974. Quand l'école a fini par ouvrir, il y a eu des bagarres, 1 ou 2 fois, et des sirènes rugissaient de temps en temps dans les rues. Il y avait beaucoup de photographes venus d'Albanie,
Et juste au moment où ABC était sur le point d'envoyer une équipe de reporters, les gosses se sont assagis comme si rien au monde ne s'était passé. Joseph a accroché mon «Qu'est-ce que t'en sais?» dans sa chambre. Je ne sais même pas qu'il est advenu de les enfants de même. Je pense que mon beau-père a nettoyé des poissons dessus. Il était toujours en train de faire des bricoles dans notre garage. Chacun de ces 5 enfants vivant à Newburgh, il se comportait comme s'il y avait 5 domiciles supplémentaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de chercher Roberta quand Joseph a passé son bac. Mais je ne l'ai pas vue. Ça me perturbait plus beaucoup. Ce qu'elle m'avait dit dans la voiture, je veux dire, la partie sur les coups de pied. Je savais que je n'avais pas fait ça. Je n'avais pas pu faire ça. Mais qu'elle m'ait dit que Maggie était noire me rendait perplexe. Quand j'y pensais, en fait, je ne pouvais plus en être certaine. Elle n'était pas noire comme du charbon, ça je le savais, sinon je m'en serais souvenu. Ce dont je me souvenais, c'était le bonnet d'enfant, et puis les jambes en demi-cercle. J'ai longtemps essayé de me rassurer au sujet de cette question de race, avant d'apercevoir que la vérité était déjà là et que Roberta la connaissait. Je ne lui ai pas donné des coups de pied, et je ne m'étais pas jointe au cagoule pour donner des coups de pied à cette dame. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu. On avait regardé, on n'avait pas essayé de l'aider, on n'avait pas essayé au secours, appelé au secours. Maggie, c'était ma mère qui dansait, sourde, d'après moi, et muette, personne à l'intérieur, personne qui vous entendrait si vous pleuriez la nuit, personne qui pouvait vous dire quoi que ce soit d'important dont vous pourriez vous servir. Elle se balançait, dansait, oscillait en marchant, et quand les cagoules l'ont fait tomber et ont commencé à la brutaliser, je savais qu'elle ne hurlerait pas, qu'elle ne pouvait pas exactement comme moi, et j'étais contente de ça. On a décidé de ne pas avoir de sapin parce qu'on fêterait Noël chez ma belle-mère. Donc pourquoi en avoir un ou deux endroits? Joseph était à l'université publique de New Paltz et on avait dit qu'on devait faire des économies. Mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. Rien ne pouvait aller mal à ce point-là. Donc j'ai cavalé partout en ville à la recherche d'un sapin. Quelque chose qui soit petit, mais large. Au moment où j'ai trouvé où l'acheter, il neigeait, il était tard. J'ai lambiné comme si c'était l'achat le plus important du monde, et le vendeur en avait marre de moi. Pour finir, j'ai choisi un sapin et je l'ai fait attacher au capot de ma voiture. Je suis reparti lentement parce que les camions de sable n'étaient pas encore sortis et que les routes pouvaient être redoutables au début d'une chute de neige. Dans le centre-ville, les rues étaient larges et plutôt désertes, à l'exception d'un groupe de gens qui sortaient de Newburgh Hotel, le seul hôtel de la ville à ne pas avoir été construit en carton et plexiglas. Ils sortaient d'une soirée probablement. Les hommes recroquevillés sous la neige avant des queues de pie et les femmes portaient des fourrures, des objets brillants, scintillants sous les manteaux. Ça me fatiguait de les regarder fatigués, fatigués, fatigués. Au coin de rue suivant, il y avait un restaurant tout simple, avec des guirlandes et des guirlandes de cloches en papier à la fenêtre. J'ai arrêté ma voiture et je suis entré. Juste pour une tasse de café et 20 minutes de paix avant de retourner chez moi et d'essayer de tout finir avant la veille de Noël. Twila, elle était là dans une robe de soirée argentée et un manteau de fourrure foncée. Un homme et une autre femme étaient avec elle. L'homme cherchait sur lui de la monnaie à mettre dans le distributeur de cigarettes. La femme fredonnait en tapotant le comptoir avec ses ongles. Ils avaient tous l'air un peu ivres. Eh bien, c'est toi? Comment vas-tu? J'ai haussé les épaules. Très bien, claqué, Noël et tout, Ordinaire. a lancé la femme qui était au comptoir. Parfait, a répondu Roberta. Et ensuite, attendez-moi dans la voiture. Elle s'est glissée à côté de moi dans le box. Il faut que je te dise quelque chose, Twila. J'ai décidé que si jamais je te revoyais, je te le dirais. J'aimerais autant ne plus rien entendre, Roberta. Ça n'a plus d'importance de toute façon. Non, a-t-elle répondu. Pas à propos de ça. Traînez pas trop, dit la femme. Elle tenait 2 cafés ordinaires à emporter, et l'homme a décalé son paquet de cigarettes au moment où il sortait. C'est à propos de Saint-Bonny et de Margui.
Ah, je t'en prie. Je t'écoute. Je croyais vraiment qu'elle était noire. Ça, je ne l'ai pas inventé. Je le croyais vraiment. Mais maintenant, je ne peux plus en être sûre. Je me souviens seulement d'elle comme étant vieille, si vieille, et parce qu'elle ne pouvait pas parler. Ensuite, tu sais, je croyais qu'elle était folle, qu'elle avait été élevée dans un établissement comme celui-ci, où était ma mère, et où je pensais que je serais aussi. Et t'avais raison. On ne lui a pas donné de coup de pied. C'était les cagoules, rien qu'elle. Mais bon, j'aurais voulu. Je voulais vraiment qu'elle lui fasse du mal. Je dis qu'on avait participé aussi, toi et moi, mais c'est pas vrai. Je l'ai. Et j'ai pas envie que tu portes ça en toi. C'est juste que je voulais terriblement le faire ce jour-là. Le vouloir, c'est le faire. Elle avait les yeux humides à cause de toutes les boissons qu'elle avait ingurgitées, j'imagine. Je sais que moi, ça me fait ça. Un verre de vin et je commence à brailler pour la moindre broutille. On était gosses, Roberta. Ouais, ouais, je sais. Seulement des gosses. 8 ans. 8 ans. Et seule. Apeurés aussi. Elle s'est essuyé les joues du talon de la main et elle a souri. Bon, voilà tout ce que je voulais dire. J'ai hoché la tête sans réussir à trouver aucun moyen de remplir le silence qui portait du restaurant et élonger les cloches en papier pour finir par sortir sous la neige. Elle était abondante maintenant. Je me suis dit que je ferais mieux d'entendre les camions de sable avant de rentrer chez moi. Merci Roberta. Pas de quoi. Est-ce que je t'ai dit que ma mère, elle a jamais arrêté de danser? Oui, tu m'as dit. Et la mienne ne s'est jamais rétablie. Roberta a soulevé ses mains de la table et couvert son visage de ses paumes. Quand elle les a retirées, elle pleurait vraiment. Oh merde, Twila, merde, merde, merde. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à Maggie? C'est fini. Ça a duré 51 minutes.